Bonsoir mesdames et messieurs, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Ouverture d'un atelier de formation sur le droit reproductif et les mutilations génitales féminines. Merci à vous de nous rejoindre. La Commission nationale des droits de l'homme, en partenariat avec le FNUAP, a organisé ce matin, dans la salle de réunion du Sheraton Hotel, un atelier de formation de la société civile et des journalistes sur le droit reproductif et les mutilations génitales féminines qui se dérouleront du 28 au 29 août. L'objectif est de sensibiliser les acteurs de la société et les journalistes qui sont confrontés au public afin de diffuser donc et de permettre aux citoyens de bien comprendre le droit reproductif et les effets des mutilations génitales féminines et de les dénoncer à la police ou à la justice pour ainsi sauver la vie de la petite fille. Cet atelier a réuni donc plusieurs journalistes, la nation donc ou autres acteurs de la société civile, les professeurs ainsi que les juristes. Protection, la réalisation de ces droits, quelles que soient les normes sociales, politiques et culturelles en vigueur dans n'importe quel pays. Conformément aux principes d'égalité, de non-discrimination, de participation, d'inclusion et de responsabilisation. Permettez-moi d'abord de récapituler quelques éléments fondamentaux. La déclaration de la Conférence internationale sur la population et le développement du Caire en 1994 a produit un document. Et ce document est l'un des premiers instruments internationaux qui affirme les liens évidents entre la santé reproductive, les droits de l'homme et le développement durable. Donc, les organisations de la société civile et les médias, et quand je dis les médias en tant que partie de la société civile, sont des partenaires clés pour promouvoir ces droits. Mais pourquoi et comment? D'un côté, parce qu'ils sont des acteurs entre les plus proches aux populations. Et de son côté, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Suleiman Omar Oudine, a expliqué l'importance que revêt cet atelier pour les acteurs de la société civile et des médias. Il a remercié tous les participants d'avoir répondu massivement et il a aussi remercié les organismes qui s'efforcent quotidiennement à améliorer les droits Djibouti dans l'objectif et l'amélioration des conditions de vie des citoyens. On l'écoute. Cette cérémonie d'ouverture de l'atelier sur les droits de santé reproductive et ses liens avec les mutilations génitales féminines à l'endroit de la société civile et des journalistes. Comme vous le savez, notre pays a ratifié la quasi-totalité des instruments des droits de l'homme au niveau régional et international. En particulier, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention sur les droits des enfants, la Convention contre la torture et la Convention sur les droits économiques et socio-culturels. La question sur la persistance des MGF et les droits de la femme à Djibouti a occupé une place centrale dans les échanges. Des croyances socioculturelles privent les jeunes filles de leurs droits et entraînent souvent des pratiques préjudiciables, telles que les mutilations génitales et autres formes de violence basées sur le genre. Également dans l'actualité, la rentrée scolaire de cette année sera marquée par le port des tenues uniformes pour les élèves du primaire. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, porte à la connaissance des parents d'élèves et de l'enseignement public que conformément au décret pris le 26 juin dernier, le port des tenues uniformes est rendu obligatoire à l'école primaire. Les parents d'élèves des classes de première année, deuxième, troisième, quatrième et cinquième année doivent prendre des dispositions qui s'imposent pour habiller leurs enfants correctement dès le premier jour de la rentrée scolaire. Les uniformes se présentent de la manière suivante. Pour les jeunes garçons, une chemise et un pantalon bleu marine, et pour les jeunes filles, une chemise bleue et une jupe longue de couleur bleu marine également. Les points de vente agréés donc des tenues réglementaires sont répartis comme suit à Djiboutiville. Pour la commune de Rasdika, magasin Le Boiteux du Héran. Pour la commune de Boulaos, magasin Le Boiteux de l'aviation et centre commercial de la cité Engela. Et pour la commune de Balba
Bala, magasin Le Boiteux de la place Cheikh Moussa, Hayablé et PK12. D'autres points de vente agréés sont prévus dans les chefs-lieux des régions de l'intérieur. Le prix donc d'une tenue uniforme est de 3 500 francs Djibouti. Les parents donc sont tenus d'acheter pour toute l'année scolaire 2 uniformes au minimum pour chaque enfant, ce qui revient à 7 000 francs par enfant pour toute l'année scolaire. Les tenues uniformes pour élèves seront mises en vente à partir du 5 septembre prochain. Et pour plus de précisions, je vous propose de suivre l'entretien que nous avons eu avec le conseiller du ministre de l'Éducation nationale, M. Mohamed Barkhad Siraj, qui était invité dans notre édition de 15h d'aujourd'hui. On l'écoute. Qui est resté de longues années dans les tiroirs du ministère, puisqu'il date ou il résulte des recommandations des États généraux tenus déjà en avril, en décembre 1999 déjà. Lors de ces États généraux, les ports de l'uniforme à l'école faisaient partie, c'était un point intégrant de recommandations des États généraux. Depuis, plusieurs ministres se sont succédés à la tête du MINFOP, mais ces projets qui étaient un peu difficiles à mettre en place parce qu'il fallait prendre beaucoup de dispositions pour cela. De ce fait, le projet est resté longtemps dans les tiroirs du ministère, mais aujourd'hui, grâce à Dieu, voilà, le projet est là, il arrive, et je crois que nous devons nous en féliciter, et féliciter le chef de l'État qui a décrété ce projet le 26 juin dernier, et féliciter aussi le ministre de l'Éducation, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, car c'est grâce à, je dirais, à son esprit volontariste et à sa volonté, oui, que nous avons pu mettre en place ce projet. Également dans l'actualité, dans le cadre de ces efforts donc pour améliorer les services et répondre aux besoins de ses clients, la compagnie aérienne nationale Air Djibouti a acquis un hélicoptère de fret aérien arrivé donc aujourd'hui à l'aéroport international d'Ambouli. Le nouvel avion a été reçu donc par le directeur général de la société, Abdelrahman Abdullah, le responsable du transport maritime de la société, il est Idriss Arnaoud, et d'autres responsables. Air Djibouti vise donc à étendre ses opérations et à renforcer ses capacités, notamment en ce qui concerne le fret aérien, selon le responsable. Il a noté donc que le nouvel avion sera utilisé pour le transport maritime ainsi que pour le transport des patients et touristes qui viennent donc à Djibouti. L'hélicoptère transporte environ 20 passagers. Il convient donc également de noter que les compagnies aériennes Aérienne Compagnie Djibouti remise en service il y a environ 3 ans après une longue absence de la scène internationale et va donc des voyages réguliers vers les pays voisins ainsi que le transfert vers la Terre Sainte et les efforts bien sûr de la compagnie Air Djibouti et qui a donc transporté les pèlerins djiboutiens pour le pèlerinage de cette année. De 4 tonnes. Ce qui est vraiment bien et l'avantage de cet hélicoptère, c'est qu'il est convertible, donc il peut transporter les passagers, une capacité de à peu près 20 à 21 passagers. Cet hélicoptère est un atout pour Air Djibouti, car c'est un avion de type court courrier et moyen courrier. Il peut être utilisé pour le transport des produits humanitaires, des produits médicaux. Il peut être aussi utilisé pour l'évacuation médicale, chose qui est très très bien et qui peut servir tant à l'échelle militaire ou tant à l'échelle civile. Et dans les dossiers de cette édition à Djibouti-Ville, le constat a été établi que les cybercafés connaissent moins d'affluence que par le passé. Ils attirent moins de monde. Les smartphones, les iPads et iPhones devenus moyens de communication personnalisés et le haut débit sont passés par là et expliquent ce désamour. Regardez, c'est un magazine de la rédaction préparé par Hidaya Mohamed. 10 ans, voire même une quinzaine d'années, les cybercafés étaient des lieux de prédilection de la jeunesse djiboutienne. Que ce soit après les cours de classe ou juste pour un passage anodin, les jeunes se donnaient rendez-vous en masse dans les cybercafés, chose qui n'est plus d'actualité en 2018. En cette période, la connexion Internet était rare. Le réseau 4G+ d'aujourd'hui ainsi que les smartphones n'existaient guère dans la capitale djiboutienne. Cependant, grâce à l'opérateur national Djibouti Telecom, la donne a bien pris une toute autre tournure après quelques années.
Maintenant que les Djiboutiens ont beaucoup plus d'accessibilité à Internet, que ce soit dans la capitale ou bien dans les régions de l'intérieur, se connecter sur Internet ne semble plus poser de problème à quiconque en 2018. Un autre facteur qui a tout aussi son importance dans le fait que les cybercafés ne sont plus aussi fréquentés par rapport à une dizaine d'années, c'est le smartphone. Parmi les clients qui fréquentent jusqu'aujourd'hui les cybercafés, nous avons eu l'occasion de rencontrer Abbas Saïd. Dans les bus, dans les espaces publics, dans les mabras ou bien dans d'autres endroits, les gens ne sont plus qu'obsédés par le smartphone. Cet appareil cellulaire a pris tout le monde de court. Moins cher, très abordable sur le marché, le smartphone se positionne aujourd'hui comme le seul et unique bourreau des cybercafés à Djibouti. Également donc dans les dossiers de cette édition dans notre pays, l'égalité donc entre hommes et femmes est une réalité palpable aujourd'hui dans toutes les sphères de la société, mais quand il s'agit des loisirs et des tentes, certains préfèrent l'intimité à la foule. Pour les baignades donc depuis peu de temps, les femmes ont la possibilité d'aller à la plage en toute tranquillité depuis la création d'une plage réservée uniquement donc aux femmes à Douda. Une équipe de la RTD a visité cette plage où les femmes donc sont entre elles. La capitale donc Djibouti possède des magnifiques plages dans la plage de Douda où de nombreuses Djiboutiennes séjournent donc durant le week-end. La baignade n'est pas mixte. Cette idée a été concrétisée par une femme djiboutienne, Moumina Aden, présidente de l'association Wanag Hawaley, qui a pris l'initiative de la création d'une plage réservée uniquement aux femmes et aux enfants. Une femme que nous avons rencontrée et qui nous a affirmé qu'elle se réjouit donc de l'existence d'une plage réservée uniquement aux femmes, une plage nommée Wanag Hawaley. La fondatrice donc de la plage de l'association Hawaley, donc chargée de la gestion, nous a expliqué donc la motivation pour la création d'une telle plage. En effet, donc a-t-elle indiqué, elle a constaté que des femmes avaient donc des grandes difficultés d'accompagner donc leurs enfants à la plage à cause de la proximité des hommes. Elle peinait donc, et c'est une première dans notre pays, de cette mise en place donc d'un espace destiné aux femmes et aux enfants ayant moins de 10 ans. Et à partir de là, donc, il est considéré comme une personne adulte. Elle a profité également de l'occasion pour remercier le chef de l'État pour son soutien quant à la création de cette plage pour les femmes et les enfants. C'est aussi donc une plage parmi plusieurs autres plages à Djibouti, mais c'est la seule plage où une femme a la possibilité de se baigner en toute tranquillité sans le regard de leurs pères hommes. Et enfin, donc, pour clore l'actualité nationale, aider les éleveurs nomades à s'adonner à l'agriculture vivrière, c'est les paris réussis qu'a entrepris l'Association pour le développement intégré du Mabla, ou ADIM. Cette association est parvenue à améliorer les conditions de subsistance des populations nomades de cette région du nord du pays. Regardez. Il y a une dizaine d'années à Daimoli, à une douzaine de kilomètres de Tadjoura. Aujourd'hui, c'est un oasis avec une production significative des dattes et maraîchères. À l'époque, il y a une dizaine d'années, Daimoli est désertique, avec une petite source d'eau. Alors Adim a posé ses valises et aujourd'hui, Daimoli est une oasis verdoyante avec des périmètres agro-pastoraux, avec une production importante des dattes et des produits maraîchers. Pour ses débuts, l'association a bénéficié d'un don des plants dattiers du président de la République, qu'elle utilise à bon escient. L'association est dirigée par un pionnier, en l'occurrence M. Ahmed Hassan, qui s'est beaucoup investi dans la promotion du développement rural avec la participation des hauts cadres de la région, notamment du secteur de Mabla, qui se sont beaucoup impliqués. Au début, personne ne croyait que la production des dattes sera possible à Daimoli. Avec le premier succès, Adim a élargi ses activités de développement rural à Wendig et Galapto, dans les deux régions du nord, mais aussi dans les localités en altitude de la région de Mabla avec le soutien de l'IGAD. Pour garantir la réussite du projet, l'ADIM s'est lancé dans une vaste campagne de sensibilisation des éleveurs nomades sur l'importance des activités agro-pastorales pour améliorer leurs conditions de vie. Le projet a été bien accueilli par la population qui subissait de plein fouet les conséquences des aléas climatiques, avec la rareté des pluies et la disparition du couvert végétal servant à l'alimentation du bétail qui était la principale source de subsistance des nomades. La formation des éleveurs a été menée avec le soutien du ministère de l'Agriculture et du CERD sur le site de Daimoli, qui est devenu au passage un centre de formation.
et a permis aux anciens éleveurs d'acquérir les techniques de l'exploitation agricole. Le projet de développement rural exécuté par l'ADIM a été une originalité dans la région. Elle associe les activités d'adaptation climatique et la résilience. Aujourd'hui, les résultats sont encourageants. La production agro-pastorale est en constante augmentation chaque année dans les périmètres réalisés dans le secteur de Mabla. Les impacts, c'était d'ailleurs dans le zone de nord, donc c'est-à-dire il y avait des plantations de dattes. L'année 2016, on a fait plus d'1 tonne de dattes. 2017, on a fait plus de 2 tonnes et demie. Et cette année, on a fait presque 3 tonnes jusqu'à maintenant, on est en distribué. L'impact, c'est-à-dire les résultats, été satisfaisant. Non seulement des dattes, il y a d'autres plantations aussi, des tomates, des oignons, tout ce qui est légumes. L'ADIM a atteint son premier objectif. Elle a encouragé des centaines de familles nomades à se tourner vers le travail de la terre, qui est aujourd'hui une alternative dans les zones rurales. L'association a même octroyé des dons de dattes à l'orphelinat et au centre de santé de Tadjoura. Au vu du premier résultat, l'ADIM a élargi sa campagne de sensibilisation dans les autres localités de la région de Tadjoura, ainsi qu'à Obok, toujours avec pour objectif de favoriser le travail de la terre auprès des éleveurs nomades du Nord. Par ailleurs, le président Humed conseille à la population de Djibouti d'encourager le travail de la terre auprès des éleveurs nomades. C'est un défi qu'on doit relever partout. Aujourd'hui, l'association projette de se lancer la plantation d'arbres dans le Nord et elle ambitionne donc de lancer une vaste campagne de plantation d'arbres dans les axes routiers nationaux grâce à la pépinière réalisée à Daïmoli. La personne qui aime son pays, il faut qu'il donne une valeur à son pays. Le valeur, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'il faut travailler pour le pays. Aider les gens qui sont dans le besoin de besoin. Aider les gens qui sont prêts à planter dans toutes les voies publiques sur les territoires et rendre Djibouti vert. Et de là, nous passons à présent aux nouvelles du continent africain avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed. Bonsoir. Alors, direction le Soudan du Sud, les rebelles donc sud-soudanais refusent de signer l'accord de paix. Effectivement, Ahmed, le chef des rebelles sud-soudanais, Riek Machar, refuse de signer l'accord de paix définitif avec le gouvernement du Soudan du Sud, mettant fin à un conflit qui dure depuis plusieurs années, a annoncé le ministre des Affaires étrangères soudanais. Les autorités soudanaises ont joué les médiateurs dans les dernières négociations entre le président Salva Kiir et les rebelles de l'ex-vice-président Riek Machar, qui a abouti à la signature d'un cessez-le-feu le 5 août dernier. Les précédents accords de paix ont été négociés et qui ont tenu que quelques mois avant une reprise des combats. Et nous restons en Afrique, donc ce matin, le Royaume-Uni veut devenir le premier investisseur occidental en Afrique. Effectivement, Ahmed, la première ministre Theresa May a indiqué aujourd'hui qu'elle souhaitait faire de son pays l'investisseur occidental numéro 1 en Afrique pour compenser les pertes économiques attendues du Brexit lors d'une visite en Afrique du Sud. Le G7 rassemble les plus grandes économies de la planète à l'exception plutôt de la Chine. Depuis la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne, lors du référendum de juin 2016, Londres multiplie les contacts diplomatiques pour préparer les accords commerciaux qui viendront se substituer à ceux de Bruxelles. Madame Theresa May a entamé par l'Afrique du Sud sa première tournée africaine qui l'amènera ensuite au Nigeria et au Kenya. Et nous allons finir donc avec l'Afrique également. Le système de santé donc en Afrique Samatar fonctionne toujours à mi-régime selon l'Organisation mondiale de la santé. Effectivement, Ahmed, le système de santé en Afrique ne fonctionne qu'à la moitié de sa pleine capacité, indiqué hier l'Organisation mondiale de la santé lors de l'ouverture d'une réunion au Sénégal au moment où le continent est toujours confronté à Ebola, l'autre maladie, le choléra, mais aussi un nombre inquiétant de cas de diabète ou de cancer. Des ministres de la santé, de hauts fonctionnaires et des membres de la société civile, en tout 47 pays africains, ont entamé hier les travaux de la 68e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique qui doivent s'achever vendredi prochain.
Le choléra avec plus de 150 000 cas, dont 3 000 décès signalés dans 17 pays africains en 2017. Un autre sujet, Ahmed, de préoccupation. Le choléra revient régulièrement et nous devons nous en occuper plutôt. Le problème d'Ebola est aussi bien présent. Notre lutte doit être acharnée et novatrice, a déclaré M. Pranoutia, alors que l'épidémie Ebola qui touche l'Est de la République démocratique du Congo a fait 67 morts. Ahmed. Merci Samatar pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.